On y va? Super. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour cette session Timebox hors notre Timebox. Alors, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Yves Saint-Yan, je suis coach agile, Scrum Master et formateur pour la société Viveris. Donc, je commence d'abord par remercier l'ensemble des sponsors sans lesquels cet événement ne pourrait pas avoir lieu. Et ce que je voudrais faire pour commencer, c'est vous expliquer pourquoi finalement j'ai décidé de vous parler de ce sujet du timeboxing de réunion. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des expériences de réunion qui ont dépassé le timebox qui était défini initialement. Et j'ai senti que le fait que les réunions ont dépassé le timebox, ça créait de la démotivation chez les personnes. J'ai vu aussi des personnes sortir de la salle de réunion au bout du timebox. J'ai moi-même été dans des situations de réunion qui dépassaient largement le temps prévu, qui dépassaient largement sur la pause déjeuner. J'en sortais complètement exténué. Et non seulement ça, mais aussi avec une liste impressionnante de nouveaux points d'action que j'étais trop fatigué pour refuser. Et donc, c'est le fait aussi d'avoir été dans ces réunions avec des postures soit de facilitateur, soit de gardien du temps. Eh bien, ça m'a conduit à m'interroger sur finalement comment faire pour accompagner au mieux les équipes à s'améliorer sur ce sujet du timeboxing de réunion. Alors, dans cette présentation, je vais vous parler d'abord de ce qu'on appelle le timeboxing en général, et ensuite on parlera des bénéfices du timeboxing, des outils qu'on peut utiliser, de la posture du coach agile, du Scrum Master qui aide l'équipe à gérer son timebox, des risques associés, les difficultés rencontrées pour essayer d'améliorer le timeboxing. Et ensuite, nous aurons à la fin une séance de questions et d'échanges. Bien. Alors, pour parler du timeboxing, donc qu'est-ce que c'est le timeboxing? En fait, c'est définir une durée de temps et y associer un objectif particulier. Donc, cet objectif est généralement lié à différents éléments à traiter pendant la réunion. Ça peut être des points d'action, etc. Et donc, le timeboxing se différencie d'une autre approche que j'appellerais le no timebox, qu'on rencontre souvent, qui est qu'on se fixe une durée de réunion qu'on espère tenir et qu'on s'autorise à faire varier pour essayer de finalement traiter l'ensemble des points qu'on avait prévus. Et donc vraiment, le timeboxing de réunion, c'est un changement d'état d'esprit par rapport à ça, où on va se contraindre à arrêter la réunion au bout du temps prévu, même si tout n'a pas été traité en réunion. Voilà, donc le timeboxing, c'est une notion qui est très présente dans l'agilité, notamment dans le cadre Scrum. La première chose qui est timeboxée dans le framework Scrum, c'est le sprint. Timeboxé a une durée fixe de 1 mois au maximum. Mais ensuite, tous les événements Scrum sont timeboxés. Tous les événements du cycle Scrum, à commencer par le sprint planning timeboxé à 8 heures pour un sprint d'un mois, le daily Scrum timeboxé à 15 minutes, la revue timeboxée à 4 heures pour un sprint d'un mois et la rétro à 3 heures pour un sprint d'un mois. Donc, vous voyez que le timeboxing, c'est une notion très présente dans l'agilité et dans le cadre Scrum. Donc, maintenant, intéressons-nous aux bénéfices. Quels sont finalement les bénéfices du timeboxing? Quel intérêt on a à essayer de timeboxer les réunions? Alors, la première chose, c'est que le timeboxing permet de lutter contre quelque chose qu'on appelle la loi de Parkinson, qui va être qu'un travail va naturellement occuper le temps qui lui est offert pour se réaliser. Donc, plus votre durée est longue, plus la durée que vous autorisez pour faire le travail va être longue, plus votre travail va avoir tendance à occuper tout le temps prévu. C'est quelque chose de naturel. Et donc, justement, le timeboxing permet de lutter contre ça.
Donc, les bénéfices, si on revient sur les bénéfices, c'est évidemment le focus. Le timeboxing va permettre de rester focalisé sur un objectif, sur l'objectif de la réunion, et ça va nous forcer à nous concentrer vraiment sur ce qui apporte de la valeur. Ensuite, le timeboxing va aider au dynamisme de la réunion, va créer une atmosphère dynamique, on pourrait parler d'un stress positif, qui va éviter les situations d'endormissement, de longueur, de retard, etc. Donc, on va être aussi dans... un des autres avantages, c'est la prédictibilité. Donc, le timeboxing va permettre de savoir, de pouvoir prévoir l'heure à laquelle on va sortir de réunion. Donc, on sait qu'à la sortie de la réunion, on va pouvoir faire ce qu'on avait prévu de faire. Donc, à la sortie de la réunion, ce qu'on avait prévu de faire, c'est peut-être passer du temps à préparer l'agenda de la réunion du lendemain pour que ça se passe bien. Et donc, on va être plutôt dans un cercle vertueux où on va avoir cette impression plus de contrôler, de pouvoir contrôler la situation. Et ensuite, globalement, le timeboxing va améliorer la motivation des personnes qui participent à la réunion. Les personnes vont être contentes d'aller en réunion. Et voilà, ça ne va pas être un supplice et on va vraiment avoir des personnes plus motivées en réunion. Alors, avant de passer maintenant aux outils, je voudrais poser la question de la responsabilité. Finalement, qui est responsable du non-respect du timeboxing? Qui est responsable alors? Est-ce que c'est le facilitateur qui a mal fait son travail? Est-ce que c'est le gardien du temps qui n'a pas arrêté l'équipe à la fin du timebox, comme on le voit parfois? Est-ce que finalement, ce n'est pas quelque part l'équipe qui serait collectivement responsable du respect du timebox de ces réunions? Alors maintenant, si on regarde les outils à notre disposition pour nous aider à respecter le timebox, j'aimerais partir d'une grille pour l'optimisation des réunions proposée par Véronique Messager dans son livre que je citerai en référence à la fin, où elle parle de réunions opales. Donc, chaque lettre opale représente un point précis de la réunion. Donc, chaque lettre représente quelque chose. Donc, le O représente l'objectif de la réunion. Bon, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement notre réunion est indispensable? Ensuite, si elle est, quel est vraiment l'objectif concret de cette réunion? On peut avoir différents types de réunions, où on va plutôt descendre de l'information, d'autres réunions, on va plutôt avoir des échanges d'informations. Et le fait de se concentrer comme ça sur un objectif, ça permet, au cours de la réunion, de pouvoir voir quand est-ce qu'on dérive par rapport à notre objectif. Et quand ça arrive, ce qui est bien, c'est d'aller noter les idées qui dérivent de notre objectif dans une zone particulière qu'on pourrait appeler le parking lot. On vient poser les idées qu'on n'a pas eu le temps de traiter en réunion et on sait que ces idées sont notées sur le côté pour les traiter plus tard. Ensuite, on a le P pour participants. Quelles sont finalement les personnes indispensables à cette réunion? Quelles sont les personnes aussi facultatives? Mais en tout cas, essayez de voir que les personnes ne soient pas là sur un sujet où déjà elles n'ont rien à apporter et cela ne leur apporte rien. Rien de pire que dans des réunions dans cette situation-là. Ensuite, le A, c'est pour agenda. Donc, c'est important de passer du temps à préparer l'agenda de la réunion. Et donc, dans cet agenda, vous allez définir une suite d'étapes et y associer un time box pour chaque étape. Et le fait qu'on ait ces différentes étapes va permettre de tenir le time box global. Donc, la difficulté, ça va être d'estimer le temps de chaque étape. Et voilà, ce qui est bien aussi quand vous préparez votre agenda, c'est de penser à planifier aussi les pauses.
planifier les pauses et planifiez-en suffisamment. C'est quelque chose que j'ai pu voir dans des équipes. Le fait, quelquefois, de rajouter une pause de plus dans la matinée, ça peut justement redynamiser l'ensemble et voilà, permettre aux gens de souffler pour être ensuite plus en forme pendant la réunion. Et on sait qu'il y a des études qui ont été faites qu'au bout de 45 minutes sans pause, vous commencez à perdre une grande partie de l'assistance. Un point important aussi lié à ça, c'est de bien rappeler, avoir comme règle de vie, de couper tout ce qui est notification. Tout ce qui est SMS, mail, qui pourrait venir déranger la concentration. Et moi, je vois ça en lien avec les pauses, justement, c'est que les pauses sont faites pour ça, et les périodes de time box doivent être, au contraire, voilà, des moments où on arrive à se concentrer sans regarder ces SMS et ces notifications. Et ensuite, pensez bien à planifier, en fin de réunion, le rôti qui permet d'avoir un retour des participants sur comment ils ont vécu la réunion. Et pensez bien à planifier ce temps-là de rôti dans votre agenda. Alors, quelquefois, quand on a des séquences de réunions qui s'étalent, que vous ne savez pas très bien comment timeboxer, ce qui peut être intéressant, c'est de définir un timebox par élément traité. Par exemple, je prends l'exemple d'un sprint planning. Ça peut être intéressant d'avoir, là je donne juste un exemple, de se donner par exemple 10 minutes par user story. Ça donne une base voilà, qui permet de savoir, d'avoir plus conscience du temps qu'on prend. Ensuite, le L, c'est pour livrable. Livrables, donc quels sont les différents livrables attendus à l'issue de la réunion? Les livrables qui vont vous permettre de dire que vous avez atteint l'objectif de votre réunion. Et ce qui est bien aussi, c'est en termes de livrables, de définir tous les livrables, tous les documents qui seraient nécessaires en entrée de la réunion pour justement être plus efficace au moment où on va tous se réunir. Et enfin, le E, c'est pour l'environnement de la réunion. Eh bien, se poser la question de, finalement, dans quel environnement on va faire cette réunion? Est-ce que c'est autour d'une table ou est-ce que c'est, par exemple, des chaises disposées en arc de cercle, etc. On peut même imaginer faire la réunion debout, comme les daily meetings, si la réunion n'est pas trop longue. Et ensuite, dans l'environnement, il y a tous les outils à notre disposition. L'utilisation du dessin, je ne sais pas, pour communiquer certaines choses, l'utilisation de post-it, l'utilisation du dot voting pour avoir rapidement l'avis des personnes sur un sujet donné. Il y a pas mal d'outils à disposition pour la facilitation. Donc voilà déjà une grille qui permet de penser spontanément aux points qui sont importants à préparer avant une réunion. Il y a une autre grille qu'on utilise pour le coaching que j'aime bien aussi, qui est ce qu'on appelle les étapes GROW, G-R-O-W. Donc là aussi, chaque lettre a une signification. Donc le G, c'est pour le goal. Quel est mon objectif de la réunion? Ça, on en a parlé. Le R, c'est pour reality. Par rapport au problème que j'ai à traiter, quelle est la réalité de mon contexte? D'où est-ce que je pars? Faisons le tour de la réalité. Et ensuite, l'autre étape, le O, c'est pour deux choses. La première, c'est les obstacles. Qu'est-ce que vous allez rencontrer comme obstacle entre votre réalité et l'objectif que vous cherchez à atteindre? Et le deuxième O, c'est pour les options. Ça, finalement, il y a plusieurs façons de faire. Quelles sont les différentes options? Et enfin, le W, c'est Way Forward. Finalement, c'est le chemin après par rapport à tout ça. Quelles sont les étapes que je vais définir? Les étapes progressives que je vais définir pour finalement atteindre mon objectif. Finalement, cette décomposition, c'est intéressant parce que ça permet justement d'éviter les débats sans fin où on reviendrait, on tournerait en boucle sur la réalité ou sur les obstacles, etc. Et ça permet vraiment de structurer la réflexion
avec ces différentes étapes. Et c'est d'ailleurs un peu une décomposition qu'on trouve généralement quand on anime des rétrospectives, où on va d'abord parler de ce qui s'est passé pendant le sprint pour ensuite évoquer des axes d'amélioration et ensuite finalement décider quoi faire. Alors, il y a un autre outil que je voudrais mentionner, c'est l'outil introduit par le coach Alain Cardon, c'est les réunions déléguées. Donc, les réunions déléguées, c'est quoi? C'est finalement déléguer des rôles qui sont généralement attribués à une seule personne. Donc, parmi ces rôles que vous allez pouvoir déléguer, on a d'abord le rôle de facilitateur. Donc, le facilitateur, c'est la personne qui va faire en sorte qui va prendre un peu de recul, qui va faire en sorte que la réunion se passe bien et que toutes les personnes puissent exprimer leurs idées, veiller à la bienveillance, au respect des règles qu'on s'est fixées pour la réunion. Ensuite, comme deuxième rôle, vous allez avoir le gardien du temps. Donc, le gardien du temps va être la personne qui va rappeler à l'équipe le temps restant pour un time box donné, pas uniquement le time box global de la réunion, mais le time box de chaque étape qu'on s'est fixé. Et ce qui est important aussi pour le gardien du temps, c'est qu'au bout du time box, il va rappeler régulièrement le temps de dépassement. Il ne s'agit pas de baisser les bras une fois qu'on a atteint le time box, on dit allez, on est parti. Non, non, il rappelle typiquement à chaque minute de combien de minutes on a dépassé pour redonner que l'équipe reprenne conscience du temps qui passe et de dépassement. Et ensuite, un autre rôle qu'on appelle le rôle de scribe, mais qui est généralement aussi associé à un rôle qui est appelé pouce décision, qui est la personne qui va finalement, scribe, ça veut dire qu'il va prendre en note le résultat de la réunion, qui est typiquement des points d'action. Et on l'associe généralement au rôle de pouce décision parce que c'est lui qui va avoir le rôle de pousser l'équipe à prendre des décisions quand il voit qu'on s'embourbe ou quand finalement la décision n'est pas très claire. C'est lui qui va être là pour clarifier la situation et faire en sorte qu'on part de la réunion avec des décisions. On a un autre rôle qu'on appelle l'observateur ou bien le coach conseil, qui est la personne qui va avoir un peu, qui va faire preuve de recul en réunion pour voir comment se passent ces interactions et qui, à la fin de réunion, peut donner un avis. Donc, c'est quelque chose qui peut s'utiliser en plus du rôti qu'on fait habituellement, qui donne un avis un peu externe, mais pas en disant toi, là, non, tu t'es mal comporté, non, toi, ça n'allait pas. Non, au contraire, il va voir les choses positivement et proposer des axes d'amélioration pour la prochaine fois. On peut imaginer aussi d'autres rôles. Il y a notamment un rôle de dynamiseur qui peut être aussi proposé, qui serait le rôle de quelqu'un qui sera chargé spécifiquement de préparer un icebreaker, typiquement, pour dynamiser les interactions pendant la réunion. Donc, ce qui est important avec tout ça, c'est qu'on permet à l'équipe de s'impliquer, que chacun prenne part finalement à la gestion de la réunion et que chacun apporte sa contribution. Et ce qui est important, c'est que ça se fasse sur la base du volontariat et qu'on puisse faire tourner les rôles aussi. Et on peut imaginer aussi typiquement des t-shirts de différentes couleurs. C'est Véronique Messager qui propose ça dans le livre que je donnerai en référence à la fin. Différents t-shirts, des t-shirts de différentes couleurs qui sera disponible à l'entrée de la réunion. Et chacun viendrait prendre un des t-shirts pour jouer un rôle spécifique, etc. Bien, donc on a parlé de ces outils. Donc maintenant, parlons un petit peu de la posture du coach agile, du Scrum Master, du facilitateur qui essaye d'aider l'équipe à respecter ce time box. Donc Scrum Master, voilà. Et donc là, on a parlé des outils, mais ce qui est important de voir, c'est que ces outils ne peuvent pas être appliqués comme des recettes de cuisine et imposés. Donc, le coach agile, typiquement, avant d'utiliser un outil,
s'intéressera à la situation dans laquelle il intervient pour que finalement l'outil soit bien adapté au contexte et à l'environnement dans lequel il se trouve. Et aussi, par rapport à ce problème du timebox, par ses actions et propositions d'amélioration, il veillera que ça s'inscrit bien dans un objectif d'amélioration dont a conscience la personne coachée et ce qui répond à un besoin d'amélioration exprimé. Donc, il invitera l'équipe à prendre conscience des problèmes que cause le non-respect du timebox pour que l'équipe, finalement, s'approprie des axes d'amélioration. Et le Scrum Master ou le coach prendra du recul par rapport à ce qu'il verra en réunion, parce qu'on peut avoir une corrélation dans les dysfonctionnements qu'on observe en réunion avec la vie d'un projet. Typiquement, si les personnes ont tendance à se surengager sur ce qu'ils pensent être capables de faire en réunion, il est possible qu'on retrouve, le fait de surengager dans la vie des projets aussi. Et enfin, ce qu'on peut dire, c'est que ce moment de réunion, c'est un peu comme si c'était l'ADN de l'équipe. Et que finalement, en essayant de s'améliorer en réunion, on aidera l'équipe aussi à aider son travail dans la vie de tous les jours du projet. Voilà, donc là, j'ai présenté quelques outils, j'ai parlé de la posture. Donc maintenant, intéressons-nous plus précisément à ce qui se passe, disons, en réunion, en live, quand on essaie d'appliquer tout ça qui a l'air, en théorie, bien beau. Donc, en live, qu'est-ce qui peut arriver avec notre timebox? Alors, la première chose qu'on peut avoir, c'est la réunion qui commence en retard. Ce qui fait qu'au bout de 10 minutes de retard de la réunion, au bout de 10 minutes, vous avez déjà pris 10 minutes de retard. Donc, ce que je peux conseiller par rapport à ça, c'est deux choses. La première chose, c'est par rapport à l'heure de la réunion, eh bien, de se préparer, d'être prêt avant la réunion pour que la réunion commence à l'heure. C'est quelque chose que j'ai pu voir notamment dans une équipe qui avait collectivement décidé pour la réunion de revue de sprint, d'être tous présents 10 minutes avant, de tout vérifier 10 minutes avant pour que vraiment la revue de sprint commence à l'heure donnée. Et ensuite, le deuxième conseil que je peux donner par rapport à des démarrages de réunions qui ne seraient pas dynamiques parce qu'on se retourne pour savoir où est le collègue, on ne comprend pas, il n'est pas là, eh bien, c'est de collectivement décider le temps qu'on s'accorde pour commencer, même si tout le monde n'est pas là. Donc, ça pourrait être typiquement décider que la réunion commence 2 minutes après l'heure dite, même s'il y a des absents. C'est aussi quelque chose que j'ai pu voir bien fonctionner avec une équipe. Donc, les autres problèmes qui peuvent arriver avec le timeboxing, c'est naturellement des dérives de timebox. C'est-à-dire que vous avez estimé dans votre réunion un timebox intermédiaire et arrivé au timebox, visiblement, non, il n'y a rien qui est clair, il n'y a rien qui a été décidé. Et donc là, c'est des choses qui vont arriver, puisque les estimations sont par nature imprécises. Et donc, dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est de penser à bien s'adapter à la difficulté que vous rencontrez et de justement voir par rapport à votre objectif initial de réunion s'il y aurait un besoin de reprioriser les choses pour faire utiliser la valeur du manifeste agile plutôt que de privilégier un plan fixé d'avance. Essayons de nous adapter à la difficulté qu'on rencontre. Ensuite, une autre difficulté qu'on peut avoir en live, en réunion, c'est différents types d'objections. Objections entre des personnes qui ne sont pas d'accord, ou même objections par rapport à ce que vous-même vous dites en tant que coach agile, par exemple dans un environnement d'une culture différente qui comprend moins l'agilité.
Donc, typiquement, par rapport à ça, plutôt que d'être dans la confrontation, et typiquement, si vous pensez avoir la réalité, si vous pensez que ce que vous pensez, si vous êtes persuadé d'avoir la réalité, de connaître la vérité, ben, au contraire, restez ouvert, prenez l'objection d'une façon positive pour finalement vous interroger sur ce que cette objection, à ce que vous pensiez être vrai, vous apprend peut-être de votre environnement. Et dans ce cas-là, ce qui peut être bien, c'est voilà, de voir les choses de façon positive et pourquoi pas de proposer d'en rediscuter, de noter l'idée quelque part, de proposer d'en rediscuter calmement pour que la réunion puisse finir dans les temps. Et enfin, le dernier aspect, c'est les conflits ou les comportements un peu difficiles. Donc, vous pouvez avoir notamment des personnes qui ne comprennent pas trop le timeboxing, parce que ce n'est pas forcément naturel pour tout le monde. Hein. Vous savez, dans les profils psychologiques du ProcessCom, vous avez des personnes qui vont naturellement avoir un besoin de structuration du temps, et d'autres personnes, au contraire, ça va être un besoin d'être reconnu, de pouvoir vraiment exprimer toutes ces idées. Et donc, c'est à vous, en tant que facilitateur, de gérer finalement le groupe pour que, collectivement, arriver à résoudre ces difficultés. Vous pouvez aussi avoir des conflits qui éclatent entre les personnes. Voilà, des éclats de voix pendant la réunion, etc. Et du coup, voilà, plutôt que d'être dans l'accusation, voilà, plutôt chercher collectivement comment, en groupe, le groupe peut résoudre sa difficulté, un peu comme on le ferait en rétrospective, où on parle de ce qui s'est plus ou moins bien passé au cours du sprint. On ne va pas chercher à stigmatiser des comportements individuels, mais on va chercher à voir comment, collectivement, on arrive à faire face à nos difficultés. Alors, pour parler d'autres problèmes qu'on pourrait rencontrer quand on gère le timebox, je voulais évoquer un point qu'on appelle le paradoxe d'Abilène. Donc, le paradoxe d'Abilène, qui a été introduit par un sociologue américain dans les années 70. En fait, il explique le paradoxe d'Abilène par une histoire qui se passe au Texas, d'une famille qui passe son samedi à l'ombre, et tout d'un coup, les personnes se demandent s'ils n'iraient pas au restaurant à Abilène. Donc, le groupe hésite et finalement, ils prennent la décision d'y aller. Donc, ils vont à Abilène sous un soleil de plomb. Ils vont au restaurant qui n'est pas spécialement exceptionnel. Ils retournent chez eux, se retrouvent à nouveau à l'ombre. Et là, en s'interrogeant, eh bien, chaque personne s'aperçoit au fond de lui que personne n'avait envie d'aller à l'Abilène. Donc, le paradoxe, c'est que voilà, toutes les personnes, finalement, chaque personne aurait préféré rester à l'ombre ou jouer au domino plutôt que d'aller au restaurant Abilène. Et donc, le paradoxe, c'est que chaque personne, au fond de lui, était opposée à l'idée d'y aller, mais collectivement, l'équipe a pris la décision, enfin, le groupe a pris la décision d'y aller. Donc, c'est pour dire que voilà, c'est quelque chose qu'on pourrait aussi rencontrer quand on essaye de respecter le timeboxing, notamment dans des réunions qui débutent doucement et qui se terminent un peu à l'arrache pour respecter le timebox. Et on pourrait avoir cette tendance à vouloir privilégier une solution qu'on pense qui conviendra à tout le monde, mais finalement qui ne conviendra à personne. Et enfin, par rapport aux problèmes qu'on rencontre en réunion, il y a un dernier point que je voudrais évoquer, qui sont vraiment des dérives de comportement qu'on pourrait avoir à vraiment se focaliser trop sur le timebox aux dépens d'autres valeurs. Donc, le premier point que je voudrais aborder sur le sujet, c'est ce qu'on pourrait appeler le Scrum Master chronomètre. Donc, il serait un Scrum Master qui n'aurait finalement comme référence que le timeboxing, et pour qui le respect du timebox serait le seul critère de réussite ou de critère de qualité de l'esprit d'équipe.
Donc, on peut même voir un Scrum Master chronomètre qui, par exemple, se mettrait en colère quand le time box n'est pas respecté, qui montrait des signes d'impatience quand l'équipe ne respecte pas le time box. On pourrait même imaginer un Scrum Master qui blâme l'équipe, qui interdit à l'équipe de rentrer dans la salle après le début de la réunion, ce genre de choses, ce genre de comportement qui, au fond, est bien éloigné de l'éthique d'un facilitateur. La deuxième dérive qu'on peut avoir dans le respect du time box, c'est finalement de mal estimer le time box, de se fixer un objectif complètement impossible à atteindre. Donc, ça serait vraiment un surengagement initial qui est vraiment impossible à atteindre. Et donc, du coup, dans ce cas-là, ce n'est pas le fait d'avoir un time box court qui va vous permettre de le faire. C'est juste, il y a un moment donné où il faut laisser du temps au temps et il faut quand même avoir un temps acceptable pour faire les choses. Un autre aspect que je voudrais mentionner, c'est par rapport en faisant la comparaison entre cette réunion et puis une gestion de projet où, vous savez, on a un triangle de fer entre finalement le temps, le coût pour faire les choses et le troisième sommet, c'est finalement c'est quoi? C'est le contenu, c'est disons l'objectif qui serait associé à un certain nombre d'éléments. Et donc, le time box est un des éléments de ce triangle de fer. Et le risque, justement, à vouloir rester dans ce time box, c'est le même risque qu'on pourrait avoir dans une gestion de projet classique où, typiquement, pour tenir ce triangle de fer, c'est la qualité qui en pâtit. Et donc là, ça pourrait être la même chose en réunion, que finalement, en voulant faire ça, finalement, il nous manque des choses au niveau de l'équilibre de la réunion, au niveau des interactions. Voilà, on n'a plus une qualité acceptable de réunion. Et la dernière dérive que je voudrais évoquer, c'est finalement cette course à l'efficience, à l'efficacité, au moins de temps possible, pourrait conduire finalement à oublier la valeur des interactions entre les individus. Donc, comme si finalement on considérerait comme des imbéciles les personnes qui ne sont pas capables de prendre telle décision en 5 minutes. Donc, ça pourrait conduire, donc de telles dérives finalement pourraient conduire à oublier finalement le caractère humain des projets au profit juste de la pure efficacité. Voilà, donc on a abordé à la fois les outils, la posture, les dérives qu'on peut rencontrer pendant le time boxing. Je voudrais conclure par quelques mots justement sur ce time box. On a vu que le time box, c'était vraiment quelque chose, un outil intéressant pour l'équipe, justement, qui lui permet d'être plus dynamique en réunion. Donc, pour faire ça, il y a un certain nombre d'outils. Il faut évidemment aussi pouvoir faciliter ces réunions, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose d'évident, mais c'est quelque chose qui améliore les réunions d'équipe. Et donc, pour que tout ça soit possible, il faut aussi certaines valeurs, notamment la valeur de focus. Il faut pouvoir se focaliser sur les éléments qu'on veut timeboxer. Il faut arriver à se concentrer justement pour respecter ce timebox. On a aussi la valeur d'engagement. Chaque personne doit être pleinement engagée en participant activement à la réunion. On a aussi la valeur d'ouverture. Être ouvert aux idées des autres, voilà, pour que collectivement on définisse la meilleure solution. On a aussi le respect.
Le respect, c'est quoi? C'est le respect du temps des autres, le respect de la parole des autres. Et enfin, on a la valeur de courage. Finalement, le courage de dire que là, on dérive, que là, on sort de notre objectif, voilà, que là, ça va trop loin, etc. Donc finalement, on pourrait dire que le time boxing, c'est un peu un cadre offert à l'équipe, visible, donc pour tirer le meilleur de ce temps qui nous est offert ensemble, le temps en équipe qui nous est offert ensemble. Voilà ce que je voulais vous dire sur le time boxing. Je vous donne quelques références à la fin, notamment coaching d'équipe d'Alain Cardon, coaching d'équipe agile de Véronique Messager et un livre sur une boîte à outils pour des réunions qui peut être intéressante aussi. Donc, je vous remercie beaucoup. On va avoir une séance, voilà, si vous avez quelques questions, il reste quelques minutes. Et donc, je vous remercie d'avance aussi pour votre retour sur ce que vous avez pensé de la réunion, pour pouvoir l'améliorer, etc. Donc, merci pour votre retour. Je vous donne le lien vers le outil Express. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Il y a une question, là. Alors. Tu as regardé bien? Ah oui, je la vois. Alors, je ne sais pas si Laura, tu accepterais de venir poser ta question, peut-être en activant ta caméra, mais il n'y a pas d'obligation, hein, c'est juste une proposition. J'aime bien aussi répondre en voyant directement les personnes, mais bon. En tout cas, par rapport à ta question, que se passe-t-il si l'agenda dépasse le time box fixé? Nouvelle réunion pour aborder les points restants. Faut-il aborder les points importants en premier s'ils peuvent être classés? Alors, par rapport aux points importants en premier, c'est vrai que là, je ne l'ai pas dit explicitement, mais dans votre agenda, pensez bien que l'ordre des points a une importance. Donc, c'est effectivement, ça peut être important si, plutôt que de laisser un point très important à la fin, qu'il soit au début, au moins, un peu comme dans la gestion de risque, les points les plus risqués, les traiter en premier pour pas que, finalement, ils soient oubliés. Et que se passe-t-il si l'agenda dépasse le time box fixé? Nouvelle réunion pour aborder les points restants. Là c'est un peu le principe du time boxing, c'est qu'on s'arrête au bout du time box, justement pour prendre du recul par rapport à ce qui a été vécu, pour ensuite voir ce qu'on va faire après. Mais voilà. Donc effectivement, le conseil serait plutôt d'organiser une nouvelle réunion pour aborder les points restants, voir ce qu'il faut changer aussi dans notre... c'est de réfléchir pourquoi on n'a pas réussi à traiter tous les points. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, donc je me suis efforcé de respecter le time box. Il y avait un problème de vidéo, c'était résolu. Oui, il y a eu un problème de vidéo, mais c'était isolé. Après, ça peut être aussi pas une question, mais si vous voulez partager sur quelque chose, des actes d'amélioration que vous avez pu expérimenter, qui sont intéressants, que vous voudriez partager avec les autres, n'hésitez pas à lever la main. Peut-être, regarde si... Oui. N'hésitez pas à lever la main pendant les quelques minutes qui restent. Peut-on revoir les références? Je vous les remets. Et vous aurez de toute façon accès au PDF sur le site d'Agile Grenoble un peu après Agile Grenoble. Oui, Geoffrey, il y a une question? Bonjour Yves. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour le talk, c'était très intéressant, merci. Et c'est bien de remettre le sujet sur la table, je trouve que c'est vraiment très impressionnant.
important parce que Ouais. un manque de temps et on se retrouve avec des planifications de réunions qui s'enchaînent et qui ont peu de sens. Moi, personnellement, c'est vrai, je fais un truc un peu proche de ce que tu as montré. Je Oui. définis un ordre du jour. Oui. Les personnes qui sont invitées savent quel est l'objectif, ils savent quel est le outcome attendu. C'est-à-dire, en général, j'attends un petit plan d'action, 2-3 actions. Et surtout, Oui. je prépare ma réunion. Et c'est-à-dire que les Oui. personnes, dès le début, savent où elles vont et vers où on va. Et après, j'autorise aussi la loi des 2 pieds lors de la réunion. C'est-à-dire que je dis que si jamais la réunion n'a pas de valeur pour vous ou si vous n'avez pas de valeur à apporter, vous pouvez sortir de la réunion. Et je suis garant moi-même lors de la réunion de ça en disant, voilà, je pense, je prends au hasard, Jean-Pierre, que au bout de 10 minutes, là, les sujets ne vont pas t'intéresser. Tu peux partir si tu le souhaites. Voilà, c'était pour partager ce retour, comme dans ce que tu as montré, ça marche. Et les gens apprécient les réunions parce que c'est plus des réunions d'une demi-heure, c'est des réunions en général de 15-20 minutes qui sont essentielles et qui permettent de faire des breaks entre 2 réunions. Parce qu'aujourd'hui, avec le distanciel, de faire des breaks entre 2 réunions, ça devient difficile. Pour partager ce retour d'expérience. Voilà. C'est intéressant, merci. Tu peux juste expliquer ton rôle là, quand tu parles de réunion, ton rôle c'est Scrum Master, c'est… À la base, je suis DevOps, mais je vais jouer un rôle un peu hybride de facilitateur par moment. D'accord. Voilà. J'ai cette sensibilité pour faciliter. Alors là, quand tu pensais des réunions qui s'enchaînent, il y a un point que j'ai oublié de mentionner. Ce qui est intéressant aussi, c'est de ne pas forcément planifier les réunions sur des plages fixes, enfin toujours, mais de prendre en compte le fait que des personnes aient des réunions avant. C'est pas possible si la réunion se termine à 10h, qu'on a une autre qui commence à 10h. Il faut un break entre les deux. Exactement. Et j'ai testé un autre format, c'est-à-dire que notre cerveau, naturellement, va poser des réunions de 30 minutes ou d'1 heure, voire de 2 heures. Et en fait, tester, je vous invite tous à tester une autre version du temps, c'est de tester 20-25 minutes, juste pour voir comment ça marche. Et vous allez être étonné que c'est plutôt positif. Vous allez faire votre réunion, même vous allez être plus efficace, vous allez éviter la loi de Parkinson, vous allez éviter cette distorsion du temps, et donc vous êtes même plus efficace en réunion, et ça va laisser même 5 minutes entre deux réunions. Ça marche très bien. Ah oui, d'accord. Merci beaucoup pour ton partage, c'était intéressant. Ouais. Et encore merci, Yves. Bravo. Merci. Bon, alors s'il y a des dernières questions, il reste 2 minutes. Je vous invite en attendant à laisser votre commentaire sur le Rôti Express. Voilà, pour que vous puissiez aussi après prendre votre pause avant la prochaine session. Oui? Oui. Bonjour Olivier. Hop, là on m'entend? Oui. Oui, bon, non, moi c'était juste un petit tips en plus que j'utilise qui est en rapport avec ce que tu as dit vers le début, là, se mettre d'accord sur le temps de retard toléré. Nous maintenant, enfin, ce qui marche bien, c'est de tolérer 0. C'est-à-dire que c'est l'heure du meeting, on démarre. Et en fait, voilà, c'est l'heure du meeting, on démarre. Et en fait, assez vite, les gens qui sont frustrés d'arriver en retard, ils finissent par arriver à l'heure, en fait. Par la répétition. Par la répétition de l'habitude. Voilà. De 2 minutes que j'ai donné, finalement, c'est en fait commencer strictement à l'heure, oui. Voilà. Bon, après, c'est pas obligé, hein, mais je sais que nous, moi, je le pratique pas mal et ça marche bien. Hein. C'est les gens qui sont vraiment coutumiers du retard, ils finissent par s'ajuster. Oui, d'accord. Voilà. Ok. Très bien, merci, merci pour ton retour. Et merci, parce que c'était vraiment super, une présentation dessinée comme ça, c'est top. Merci. Très bien. Bon, bah écoutez, merci beaucoup encore pour votre attention. Et voilà, donc le support sera disponible après sur le site d'Agile Grenoble. Donc, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et voilà, n'hésitez pas à me recontacter si vous avez d'autres questions, si vous voulez échanger sur le sujet. Merci. Au revoir.